Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit, tiens, c'est le temps de faire une nouvelle vidéo parce que ça fait 10 ans que je fais du firmware. Donc j'avais fait 2 ans de validation fonctionnelle avant. Là, ça fait vraiment 10 ans que je fais du firmware. Et je voulais faire une vidéo pour montrer le contraste entre donc il y a 10 ans, en 2014 et en 2024 parce que je trouve que le métier de firmware designer a énormément évolué, que ce soit des niveaux des outils, des microcontrôleurs, la hiérarchie globale des entreprises, des IA qui arrivent, de l'impact du Covid. Donc voilà, ce sera le thème de cette vidéo. Donc en agenda, on va commencer par les architectures de micros en premier, donc les évolutions d'il y a 10 ans et actuellement. Après, on va parler des outils qu'on utilise pour le développement. Et après, on va parler du process de développement d'un produit qui a fortement évolué. On va aussi parler du Covid et des impacts, donc l'avant-Covid, l'après-Covid. Et enfin, on terminera par les IA qui sont de plus en plus présentes ces dernières années. Allez, c'est parti. Alors maintenant, on va parler de l'architecture des micros. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'on choisit un micro en fonction d'un besoin et non l'inverse. Et que les besoins ont énormément évolué ces 10 dernières années. On nous demande de plus en plus d'avoir des certifications sur la sécurité, le safety, et le process et la documentation. Donc pour voir l'historique des deux micros que j'ai choisis ici, il faut savoir qu'avant j'avais travaillé dans une boîte américaine où on faisait des compteurs de gaz connectés qui tournaient sur batterie. Donc la consommation était très très importante. Et récemment, depuis l'année dernière, je travaille dans une boîte suisse qui fait des compteurs volumétriques pour le B2B, donc pas pour les particuliers, donc le prix est moins important et la consommation également. Alors, le Renesas RL78 16 bits, donc c'est un micro assez complet qui a l'avantage de consommer très très peu de courant. Donc en 2014, on écrivait le code exclusivement en C avec des parties un peu techniques en assembleur. Il n'y avait pas énormément d'options hein, dans ce micro. Donc, par exemple, on n'avait pas de True Random Generator. Donc, si vous vouliez un True Random Generator, il fallait le créer vous-même. Donc, avoir des ADC en entrée, faire de l'entreprise, etc. Vous devez créer votre propre True Random Generator. Il n'y avait aussi pas de librairie cryptographique. Donc, c'était une librairie, il fallait inclure une librairie cryptographique logicielle. L'optimisation, elle était très importante parce qu'on avait des ressources limitées, hein, que ce soit la flash, la RAM, etc. Et on faisait encore pas mal de choses nous-mêmes, c'est-à-dire que le file system, on pouvait le faire nous-mêmes, on pouvait faire nos propres protocoles de communication. Donc tout ça, c'était fait dans l'entreprise. Donc ça a complètement évolué, hein, parce qu'en 2024, on est essentiellement des intégrateurs, c'est-à-dire qu'on va acheter des stacks à différentes compagnies et on va nous intégrer toutes ces stacks à nos systèmes. Pourquoi on fait ça? Je pense parce que c'est devenu tellement compliqué, il y a tellement d'exigences au niveau des certifications, des choses comme ça, que c'est plus facile maintenant d'acheter une stack complète que de la développer. Donc il faut savoir aussi que nous, actuellement, le code il est écrit en C++, qu'on a un micro qui est énormément plus puissant qu'à l'époque. Donc c'est-à-dire que maintenant on a un dual core, vous pouvez avoir un hypervisor, de la virtualisation, de la MPU, donc c'est Memory Protection Unit, donc c'est-à-dire que vous pouvez protéger les blocs mémoire. Vous avez des accélérateurs de cryptographie, etc. Donc ça n'a rien à voir avec le micro d'avant ou qui était vraiment relativement simple et avec peu de fonctionnalités. Donc maintenant, on va parler des équipements de développement du firmware et son évolution depuis les 10 dernières années. Quand je vois cette photo, je me dis, ah oui, c'est vrai que la taille des équipements était quand même assez énorme il y a 10 ans comparé à maintenant. Donc au niveau des débuggers, par exemple, maintenant, l'essentiel des micros qu'on utilise dans l'industrie sont sous ARM. Et ARM utilise les protocoles JTAG et SWD comme debug. Maintenant, avec juste un G-Link, on peut débugger tous les micros, quasiment tous les micros de tous les manufacturiers, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. À l'époque, il fallait acheter le débugger du manufacturier. Si vous utilisez un Renesas, il fallait acheter un Renesas E1. Si vous utilisez un MSP 432 Ti, il fallait acheter le debugger de TI, etc., etc. Donc en plus, chaque debugger coûtait une fortune.
Donc ce qui n'est plus le cas maintenant. Maintenant, vous avez un connecteur pour quasiment tous les micros. Au niveau des scopes, par exemple, c'était très courant d'utiliser les oscilloscopes pour faire de l'analyse du signal et on pouvait s'en servir pour une analyse de protocole assez simple. Maintenant, moi, j'ai pas utilisé d'oscilloscope ces 4 dernières années. Ce qu'on utilise maintenant, c'est un salarié, donc c'est un petit boîtier qu'on connecte directement au PC qui fait la même chose en tout petit. Et il permet d'analyser des signaux extrêmement complexes. Il y a des plugins qu'on peut rajouter. On peut même développer nos propres protocoles. Donc c'est super. Il y avait aussi le Beagle avant, c'était pour analyser les protocoles. Mais bon, ça coûtait tout ça, ça coûtait une fortune, hein. C'était fou, quoi. Au niveau de la mesure de courant, on avait des grosses bébêtes, hein, les Agilent, comme ça, sur table, qui permettent de mesurer le courant des produits. Maintenant, on peut utiliser un Nordic Power Profiler Kit 2 qui tient dans la main, hein, et pareil, connecté au PC, qui fait exactement la même chose. Au niveau des licences, on avait des dongles USB, donc il fallait brancher le dongle sur le PC pour pouvoir compiler pour tel micro, hein. On achetait des licences par micro. Maintenant, tout est virtuel, et on n'a plus besoin de tout ça. Au niveau des PC, j'ai commencé, on avait un PC fixe, ouais, donc il prenait pas mal de place et qu'on pouvait naturellement pas transporter à la maison. Et maintenant, on a une docking station avec un laptop, quoi. Et enfin, pour tout ce qui est debugging, donc pour débugger un PCB, avant ce qu'on faisait, c'est qu'on soudait des petits fils ou des petits connecteurs directement sur le PCB. Enfin, on modifiait les PCB pour avoir accès à des petites pins, même des pointes de test. Maintenant, tout ça, c'est fini. On ne soude quasiment plus. On utilise un PC Byte, donc c'est ce que vous voyez ici, qui est des petites pointes mécaniques qui tombent par gravité directement sur le PCB. Et on connecte ça avec un salarié et c'est parfait, quoi. On gagne énormément de temps. On n'est pas obligé de casser des PCB parce qu'on a loupé notre soudure, etc. C'est vraiment super pratique. Les PC Byte, je vous conseille fortement d'en acheter. Donc maintenant, on va parler du process de développement et son évolution depuis les 10 dernières années. Donc en 2014, en tout cas en ce qui me concerne, on utilisait un process waterfall. Waterfall, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites tous vos requirements d'un coup, après vous passez au planning et après au développement logiciel, donc au développement firmware. Dès que vous avez fini votre développement firmware, vous générez un build, donc un firmware, vous donnez ça à la validation qui va tester ce firmware, créer des bugs, et après vous corrigez les bugs, vous refaites une validation et vous sortez le produit en production. Maintenant, on est un process agile, c'est-à-dire que vous faites tous vos requirements, vous faites votre planning et après vous décomposez les tâches en sprint. Donc un sprint va inclure un certain nombre de fonctionnalités et à la fin de chaque sprint, vous générez un build que vous donnez à la validation qui va vérifier si vous avez implémenté correctement les tâches de ce sprint. Donc c'est un peu un process itératif, donc sous forme de loop. C'est plus agile, quoi, d'où le nom. La spécification à l'époque a été faite sous Word, donc à la main. Donc il n'y avait pas de révision. Si vous modifiez la texte sous Word, personne ne le savait, c'est écrit nulle part, alors que les outils modernes, donc DevOps, Jira, Polarion, dès que vous modifiez une ligne, hein, tout est tracé, il y a marqué que c'est vous, l'heure et tout ça. Au niveau des unit tests, bah, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a énormément, mais à l'époque, il n'y en avait pas du tout. Pour ce qui est de la vérification, énormément de tests étaient faits à la main. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait 2 ans de validation fonctionnelle. Donc le firmware nous donnait un firmware et on utilisait des outils graphiques pour lire des paramètres qu'on comparait avec ce qu'on était censé avoir de la spec. Et tout ça, c'était fait à la main avec Excel, hein. C'est vraiment la base, quoi. Et c'était hyper répétitif et très ennuyeux parce qu'à chaque fois, corriger un certain nombre de bugs, il nous refaisait une version de firmware et on était obligé de refaire tous nos tests à la main. Donc imaginez la perte de temps, quoi. Au niveau du Subversion, on utilisait SVN et on a aussi utilisé CVS. Donc rien à voir avec Git de maintenant et le workflow que tout le monde utilise, quoi. Pour les tests à la main aussi, je voulais dire que maintenant, plus personne ne fait de tests à la main, en tout cas dans mon entreprise, tout est quasiment automatisé. Donc les gens, ils écrivent des tests en C# ou en Python. Et à chaque fois qu'on sort un nouveau firmware ou il peut y avoir des smoke tests pour la nuit, choses comme ça, tous les tests sont exécutés. Donc en 2014 aussi, c'était le début des pipelines Jenkins.
Donc, qu'est-ce qu'un pipeline Jenkins? C'est en fait un outil qui permet de faire une combinaison de tâches permettant de délivrer des logiciels en continu à l'aide de Jenkins. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que tous les soirs, on créait une version, on testait un peu on faisait une analyse statique et on pouvait faire deux, trois tests et ça nous générait un build. Donc ça, c'était vraiment le début en 2014. Il y avait déjà un peu d'analyse statique, mais c'était pas assez simultané. Maintenant, c'est directement intégré dans les pipelines. Donc maintenant, sur Git, on peut même plus merger si on a des erreurs, que ce soit Piscine, Bistrack, etc., etc. Il n'y avait pas du tout de simulation. Donc à chaque fois qu'on voulait tester, on devait tester sur la cible directement. Et on n'avait pas du tout de modularité et de réutilisabilité au niveau du code. C'est-à-dire que quand on commençait un nouveau projet, on faisait un copy-paste du code d'avant et puis on implémentait les nouvelles fonctionnalités. Mais il n'y avait pas du tout cette vision modulaire actuelle. Voilà, donc maintenant on utilise énormément de simulation, de moins en moins le PCB, et on a une approche très modulaire, librairie, etc., quoi. Surtout avec Git. Alors maintenant, on va parler de l'évolution du métier avant et après Covid. C'est ça, il y a eu des changements radicaux en termes organisationnels des sociétés avec le Covid. Donc, il faut savoir qu'avant le Covid, pour ma part, j'avais quasiment pas de télétravail. C'était vraiment pas commun, même des personnes que je connais. Il n'y a pas grand monde qui faisait vraiment du télétravail avant le Covid. Et du jour au lendemain, on est passé donc de 0% de télétravail à 100% de télétravail pendant 3 ans. Vous pouvez imaginer la bombe atomique que ça a fait dans le métier. En plus, il y a eu des pénuries de composants. Enfin, c'était un truc de dingue, ce Covid. Et ça a eu des impacts parce que maintenant, je pense qu'on ne reviendra plus jamais au modèle précédent, donc avant Covid. Qu'avant le Covid, par exemple, on avait une hiérarchie qui était plutôt horizontale dans les entreprises. C'est-à-dire que moi, j'étais au niveau de la R&D, donc firmware, et que je voulais demander quelque chose à la validation. Il fallait que je passe par mon manager qui parle au manager de la validation, qui parle au mec de la validation. Et vous pouvez être sûr que donc, quand la personne de la validation avait l'info, elle avait que la moitié parce que la moitié des infos s'était perdue en chemin. Et du coup, au moment où on était en télétravail, eh ben, qu'est-ce qu'on faisait? On appelait juste la personne directement de la validation. On lui disait, est-ce que tu peux me donner telle info ou est-ce que tu peux faire ça pour moi? Donc, on a vraiment bypassé tous les managers et on est arrivé dans une organisation vraiment horizontale, c'est-à-dire qu'on était tous à peu près au même niveau. Et voilà, quand on avait besoin de quelqu'un, on ne demandait plus à notre manager, on appelait directement la personne. Et ça est resté aujourd'hui. C'est-à-dire que dans ma nouvelle société, il y a presque plus de managers. Je veux dire, des gars où on transmet l'information ou la requête à une autre personne, ça n'existe plus. Maintenant, on appelle directement la personne. Aussi, donc il y a eu l'évolution accélérée avec Teams, c'est-à-dire qu'avant il y avait juste Skype. Teams, ça a permis de faire des réunions où on se voyait même assis ensemble et tout ça. Donc c'est vraiment, ça a facilité les échanges. On peut envoyer des fichiers. Il y a eu OneDrive qui est arrivé, SharePoint, donc ça a vraiment été mis en place. Donc on a enlevé tout le reste de papier qu'on avait. Parce que du coup, on pouvait plus accéder au bureau, donc on était tous chez soi. Dès qu'il fallait du matos, il fallait soit qu'ils nous les envoient par la poste, soit qu'il y ait quelqu'un qui allait à la boîte, mais alors c'était compliqué, surtout moi j'étais frontalier, les frontières étaient fermées. C'est la débrouille, donc il fallait tout mettre en ligne. Il y a même des nouveaux employés, des jeunes, qui retournaient chez leurs parents et qui ont rendu leur appart parce qu'ils savaient que ça allait durer longtemps et ils ne se voyaient pas payer un loyer pour rien, quoi. Donc ça a vraiment changé du tout au tout en 3 ans. Donc après Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, il y a la question du télétravail. Maintenant, la question du télétravail, c'est vraiment un argument à l'embauche. Donc moi, je l'ai vécu l'année dernière. Quand les boîtes me disaient qu'il n'y avait pas de télétravail possible, c'était genre réglé, j'y allais pas, quoi. Donc maintenant, c'est vraiment devenu un argument, la possibilité de faire du télétravail. Après, la question est, quel est le pourcentage de télétravail par semaine? Moi, pour avoir expérimenté donc 0%, 100%, et donc là en ce moment à peu près donc du 20 à 40%, je pense que le mix, aller au bureau, voir ses collègues et tout, se voir en présentiel et travailler à la maison, c'est un bon mix. 100% télétravail à la fin, au bout de 3 ans, c'est vraiment difficile, en tout cas pour ma part, de faire différence entre le travail et le perso. Et en plus, on perd un peu les liens sociaux. En tout cas, moi, ça me plaisait pas 100%
télétravail. Je pense que maintenant, ce qui est vraiment bien, c'est 1 ou 2 journées de télétravail par semaine. Actuellement aussi, il y a de plus en plus de compagnies qui font du flex office. Qu'est-ce que le flex office? C'est-à-dire que vous avez plus votre bureau à vous. Vous arrivez à votre boîte, prenez un bureau disponible et vous vous installez et vous avez des casiers pour mettre vos effets personnels. Donc ça, c'est encore pas le cas pour le firmware embarqué parce qu'on a encore besoin de matériel assez conséquent, que ce soit des PCB, des scopes, des choses comme ça, quoi. Moi, maintenant, j'applique le clean desk, c'est-à-dire que mon bureau, il n'y a rien qui traîne, j'ai pas de papier et j'ai vraiment sur ma table que ce que j'utilise actuellement. Aussi, du coup, l'impact du Covid et du flex office, du télétravail et tout ça, c'est-à-dire qu'on peut plus facilement travailler avec des personnes d'autres pays, voire de délocaliser du travail d'ingénierie, quoi. Parce que voilà, maintenant, on travaille beaucoup en télétravail et on fait des réunions avec plusieurs entités, donc énormément de choses se passent directement en ligne, voire sur Teams et en anglais. Pour terminer, je vais parler des IA au travail. Donc ça, c'est vraiment les dernières années, les deux dernières années qu'on voit un peu l'évolution et la montée en puissance des IA au travail. Donc par exemple, nous, dans notre entreprise, on a une IA donc réservée pour l'entreprise, mais qui est basée, je crois, sur ChatGPT. Et aussi, on vient de tester Codeum aussi. Quelle est l'utilité des IA? Moi, en tout cas, je trouve que c'est extrêmement utile et que ça fait un peu peur. Par exemple, il y a de type ChatGPT, j'utilise pour appliquer une fonction. Par exemple, moi je viens du monde C et maintenant je code en C++. Donc il y a des choses que je sais pas trop. Et au lieu d'aller voir sur Stack Overflow, je demande à ChatGPT et il m'explique des concepts en C++. Pareil, si j'ai des petites choses à faire, genre je dois faire une regex pour isoler une string d'une chaîne de caractères, choses comme ça, je demande à ChatGPT, il me la fait directement. Pareil, les petits scripts Python. Franchement, c'est devenu vraiment un espèce d'assistant, quoi. Depuis que j'ai cet outil, je vais plus du tout en ligne demander sur Stack Overflow si quelqu'un a eu ce problème. Je demande à chaque fois à ChatGPT et je trouve que c'est assez bluffant ce qui sort, hein. Franchement, c'est pas tout le temps juste parce qu'il n'a pas le contexte en fait. Donc c'est-à-dire qu'il faut lui dire exactement bien décrire ce qu'on veut, mais dès qu'on lui a bien décrit ce qu'on voulait, c'est assez puissant. Et récemment, donc là, les 2 dernières semaines, on est en Codeum, je pense qu'on dit en français, je sais pas trop. En gros, c'est une IA, mais intégrée dans un IDE, donc ça peut être Visual Studio Code ou Visual Studio ou des choses comme ça, quoi, ou Eclipse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un chat, par exemple, comme ChatGPT, mais aussi on peut inclure des contextes, c'est-à-dire que le Deum, il va analyser votre code. Dans les réponses qu'il va vous fournir, il va prendre en considération votre code. Et on peut lui donner un contexte, c'est-à-dire que par exemple, on peut lui dire, bah, nous, on utilise Google Test pour les unit tests, des choses comme ça. Et on va pouvoir lui demander de créer des unit tests, par exemple, pour telle ou telle fonction, ou alors que tu peux faire les commentaires ou la documentation d'un tel fichier, ou est-ce que tu veux pouvoir résoudre problème lint, les choses comme ça, ou carrément d'expliquer le code, de faire des suggestions. Donc là, c'est vraiment un assistant, c'est comme si quelqu'un travaillait pour vous, et c'est assez bluffant aussi. Je pense que c'est vraiment le début, donc on va voir l'évolution dans les prochaines années. Mais ça pose certaines questions, hein, notre avenir en l'occurrence. Donc là, il peut vraiment faire des choses simples, mais par exemple, les gens qui créent uniquement des unit tests, est-ce qu'ils sont pas voués à disparaître, des choses comme ça. À suivre, mais intéressant tout ça. Bon, ben voilà, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait. Ça me fait plaisir de la refaire. J'espère que ça vous a plu. Surtout, mettez en commentaire si vous avez un peu d'expérience, l'évolution que vous pensez du métier de firmware designer dans les années à venir, des choses qui vous font peut-être peur, si vous avez expérimenté aussi les IA, les choses comme ça, quoi. Allez, ciao, bonne journée tout le monde.